Bonjour et bienvenue à tout le monde. Je suis Justine Mandrou, responsable prévention à la Mutualité française Occitanie. Je suis ravie de vous accueillir et de vous accompagner tout au long de cette séance. La Mutualité, en tant qu'acteur de prévention santé, vous propose ses actions en ligne sur multiples thématiques. Pour cette séance, nous avons prévu de vous sensibiliser à la santé environnementale avec notre action Agir ensemble face au réchauffement climatique. Élise, bonjour. Je te remercie d'avance pour ton intervention. Eh ben, écoute, merci beaucoup Justine, merci de m'avoir invitée. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je me présente, je suis Élise Kretz, je travaille pour l'association Les Petits Débrouillards d'Occitanie, plus particulièrement à Montpellier. Et dans cette association où on parle éducation populaire et vulgarisation des sciences, eh bien, j'ai un poste de coordination de projet et de médiation scientifique. Voilà. Et avec un parcours un peu plus écologie. Donc, c'est avec grand plaisir que je fais cette petite webconférence avec vous. Et on va elle se veut quand même, bon, interactive dans le sens où, si vous avez des questions justement, n'hésitez pas. On fera plusieurs arrêts pendant la webconférence pour, vous demander si vous avez des questions et cetera. Et ça va vous permettre, d'avoir des petites billes, des petites astuces pour, agir au niveau environnemental, mais à votre échelle. Et alors donc je commence. Alors tout d'abord, en fait, ça vient d'une problématique au niveau de cette, webconférence parce que ce soit dans les médias et cetera, les politiques, on en entend de plus en plus parler du réchauffement climatique et il devient urgent de s'y attarder et les plus gros efforts sont à mener auprès, des politiques et cetera, pour voir des changements durables et importants. Mais Heu, mais on souhaite quand même, avoir un impact à notre échelle et donc comment, nous, personnes, habitant en ville ou en campagne ou en tout cas en France, comment nous, à notre échelle, qui ne sommes pas en politique et cetera, et ben, on peut agir un peu à notre échelle pour diminuer un peu notre, empreinte carbone. Alors, hop, j'avais sauté une slide. Concernant les modes de transport, parce que ça, c'est un gros, gros, gros sujet. J'ai essayé de vous regrouper, vraiment, sur, quelques petits points. Sur les modes de transport, il faut, favoriser les mobilités douces. Alors quand on entend mobilité douce, ça fait écho à la marche à pied, au vélo, classique ou électrique, mais aussi aux trottinettes qui prennent de plus en plus de place dans nos villes. Et par, ça, eh bien, on va, par exemple, utiliser de plus en plus, les transports en commun. Puis si jamais vous êtes aussi, si vous travaillez en ville, eh bien, sachez que vous pouvez vous renseigner auprès de votre, employeur parce qu'il peut rémunérer, enfin, soutenir votre abonnement au transport en commun à hauteur de 50, ce qui est pas négligeable. Donc, si vous avez la possibilité d'utiliser, les transports en commun, les trams et cetera, bah, c'est d'autant mieux parce qu'en plus, plus les années avancent, plus on remarque que l'on a de moins en moins d'accès, à la voiture dans les centres-villes. Pour ce qui est des trajets, alors grand sujet aussi ça, les trajets en avion. Ça pollue énormément et donc dans la mesure du possible, s'il est possible de limiter ces trajets en avion, ce serait parfait. Après, différentes, de privilégier le train, pardon, pas l'avion, mais le train. Ça demande des coûts, malgré tout, mais pour certains trajets de préférer le train et si jamais on utilise l'avion, dans ces cas-là, de, rentabiliser le plus possible, donc c'est-à-dire d'utiliser l'avion pour les longs courriers type, je pars de Paris, je vais jusqu'à Tokyo, voilà, plutôt que de faire un trajet en avion Bordeaux-Lyon, voilà. Heu et ensuite,
de diminuer nos trajets en voiture et de proposer du covoiturage. Donc par exemple, on va, proposer à ses collègues de travail, si on finit aux mêmes horaires, si on n'habite pas très loin, de favoriser le covoiturage, de faire en sorte qu'il y ait plusieurs, participants dans une voiture plutôt qu'une personne, c'est-à-dire le conducteur, ou alors de s'inscrire sur des applications type Blablacar et cetera. Concernant l'alimentation, alors là, beaucoup de choses à dire. Ce qui est préconisé, ou en tout cas, là d'ailleurs toutes ces suggestions, vous pouvez les retrouver sur le site de Greenpeace, qui, est une mine d'or et vous pouvez, justement retrouver à peu près toutes ces infos, sur ce site-là. Et ils préconisent justement de manger des fruits et légumes de saison. Justement, si vous ne connaissez pas ces saisonnalités de fruits et légumes, vous pouvez taper sur internet, saisonnalité des fruits et légumes sur le site de Greenpeace et ils vous donnent par mois tout le détail de tous les fruits et légumes que vous pouvez consommer et qui d'ailleurs sont bons pour les abeilles, pour la pollinisation. Dans la mesure du possible et selon les finances toujours, s'il est possible de manger local et bio, voilà. Vous avez certaines coopératives qui font en sorte de se fournir chez, des producteurs dans un périmètre bien précis, par exemple à 100 kilomètres grand maximum autour du point de vente, pour limiter justement les trajets et les transports. Niveau alimentation, on peut aussi, se limiter les produits dits ultra transformés. Alors, quand on dit ultra transformés, alors comme exemple, ça va être des biscuits, les plats préparés et cetera. Ces produits-là, ils ont une forte valeur énergétique, mais une faible qualité nutritionnelle. C'est-à-dire qu'ils vont avoir riches en sucre, en sel, en graisse et au final, niveau santé, bah, ça participe pas à, une bonne, un bon état de santé, un mode de santé sain. Donc, s'il est possible, dans la mesure, du possible, de limiter ces produits, c'est d'autant mieux et de consommer des produits bruts, donc des fruits, des légumes, de la viande, voilà, juste comme ça. Et justement, en parlant de viande, je vais est-ce que d'abord, peut-être avant de commencer, parce que là, après, je vais ouvrir un peu une parenthèse sur la viande, et cetera. Est-ce que, Justine, est-ce qu'il y a des questions déjà, d'ores et déjà? Alors oui, j'aurais une question, mais du coup, on reviendrait sur la diapo des transports. Ouais. J'ai pas pu t'arrêter, ça a enchaîné. Oui, j'ai oublié de Non, mais m'arrêter. c'est pas grave, c'est pas du coup, on parle beaucoup de covoiturage aussi, donc on entend parler de BlaBlaCar, par exemple. Mmh. Est-ce qu'il y aurait d'autres applications ou qu'on ne connaît pas encore, que tout le monde ne connaît pas autant que BlaBlaCar? D'autres applications, là, comme idée, je n'en ai pas, effectivement. Après, hem, vous pouvez vous retrouver sur, il y a certains groupes Facebook ou groupes WhatsApp, donc il faut se renseigner un peu sur internet, mais des groupes, scindés en régions ou départements, où là, vous pouvez donner vos disponibilités voilà, pour trouver des gens qui résident dans votre département ou dans votre région, voilà. Après, c'est vrai que, bon, l'avantage de BlaBlaCar, c'est que tout le monde a l'instinct d'aller sur cette application et trouve assez facilement les trajets qu'ils souhaitent. Donc après, il y en a très potentiellement et là, comme ça, j'en ai pas en tête. Et ensuite, c'est plutôt une remarque parce que Mmh ça mh. peut être aussi, très culpabilisant, de se dire que, notre employeur, il préfère prendre le trajet le moins cher Mmh. et des fois, pour faire un court trajet, il va privilégier l'avion à la place du train, par exemple. Mmh Et mh. donc c'est vrai que, on peut, nous, le savoir, Mmh mais mh.
on on respecte aussi le choix de l'employeur et donc on Bah, peut oui, oui, comprendre oui. qu'il se sent. Bah, complètement, bah, oui, 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 là, ça dépend de comment, quelle est la vision, le mode de fonctionnement de son entreprise. Mais c'est vrai que, bah, pourquoi pas poser les billes, demander au cas où et puis si c'est vraiment pas possible, si on a vraiment des exigences professionnelles qui nécessitent, d'arriver très vite, ça je comprends complètement. Voilà. Là, ce serait plus, sur le côté, cette fois-ci, personnel. Voilà, plutôt que le professionnel. Si jamais vous voulez voyager, vous habitez à Lyon et vous voulez voyager à Bordeaux, privilégiez le train, dans la mesure du Au possible. niveau de l'employeur, je pense que ça serait aussi bien de lui en parler et de lui parler des conséquences que tu viens de nous dire et que tu vas dire tout au long de cette séance. Mmh. Peut-être qu'il y aura plus de billes à la fin, hein, pour répondre à cette question. C'est ça et puis, renseignez-vous, j'ai oublié de le noter, mais renseignez-vous, par rapport au transport, si votre employeur peut vous payer votre trajet kilométrage, enfin votre kilométrage en vélo. Parce que ça, c'est aussi possible, ça arrive de plus en plus. C'est exactement la même chose que pour la voiture, mais là, c'est pour le vélo. Voilà, ça peut aller, à hauteur de, bah, là, pour notre association, ça peut aller aux alentours de 200 € par exemple. Voilà. Merci. De rien. Et donc oui, alors à ce moment-là, je vais enchaîner parce que je voulais faire un petit aparté, je vais essayer d'aller assez vite là-dessus, mais sur le gros sujet, de l'alimentation et de la viande, poisson et là, je vais plutôt m'attarder sur la viande parce que le gros souci, en fait, niveau viande, enfin élevage, c'est la quantité d'eau que l'on utilise. Et vous avez peut-être entendu parler dans les médias ou des choses comme ça, que pour 1 kilo de viande, produite, il faut, utiliser 15 000 litres d'eau. Alors, en soi, ce n'est pas faux, mais on va justement le voir parce que ça va pas vraiment s'appliquer pour, notre système d'élevage ici en France. Ça va être moindre, mais enfin voilà, je vais vous expliquer. En gros, sur cette slide, ça vous explique justement ce modèle, ce principe de, 15 000 litres d'eau pour 1 kilo de viande. C'est ce qu'on appelle l'empreinte eau virtuelle. C'est-à-dire que ça va regrouper, additionner, je vais aller en plus en détail, de l'eau verte, l'eau bleue et l'eau grise, qu'ils ont appelé comme ça et cet ensemble, ça correspond à toute l'eau consommée pour la production, que ce soit direct ou indirect. Voilà. Mais, à la différence de la prochaine, on verra que, la prochaine prend en compte le cycle de l'eau. Donc il y a c'est un peu d'eau qui va revenir dans le milieu et cetera avec l'évapotranspiration et cetera, on va voir. Mais, voilà. Donc cette empreinte eau virtuelle, heu, elle est constituée à environ 3 à 4 d'eau bleue, c'est-à-dire de l'eau douce de surface ou souterraine captée via le réseau d'eau potable, les cours et les retenues d'eau. Et cette eau, elle est par exemple utilisée pour l'élevage, voilà, des bovins, le nettoyage des stalles, l'ab ab pour abreuver les bovins et cetera. L'eau verte, qui correspond à 95, c'est l'eau de pluie stockée dans les sols et disponible pour les plantes qui en absorbent une partie et en transpirent une autre. Donc ça, c'est toute l'eau qui, provient des précipitations et qui sera par la suite consommée par les bovins. Voilà et ça représente une charge de 95. Et ensuite, on a une petite partie des eaux grises qui, là, c'est l'eau douce théorique nécessaire pour diluer les polluants. Voilà. En concernant, par exemple, un excès d'azote ou de la fertilisation, sur certaines passerelles, agricoles. Si si je vais un peu si je présente un petit exemple, si jamais on prend, bah, c'est quoi la part d'eau, l'empreinte eau virtuelle d'une tasse de café? Et bah, ça va comporter toute l'eau qui aura été nécessaire à la fabrication de la tasse de café.
c'est-à-dire les transports, l'emballage, le l'arrosage des plantes. On a sinon l'eau utilisée pour faire cette tasse, de café, le moment où on va devoir, faire en sorte que le café devienne des grains. Enfin, voilà, ça englobe tout, le transport, la production, et cetera. Mais par contre, en fait, donc là, ça pourrait correspondre à, par exemple, des élevages, extensifs et intensifs dans certains pays. Mais en fait, en France, nous, nos bovins, enfin, les élevages de bovins pâturent beaucoup et donc cette partie-là, hop, elle n'est pas prise en compte justement dans cette empreinte eau virtuelle et ça va plus se rapprocher de ce qu'on appelle l'empreinte eau consommative, qui là va englober un petit peu le tout, qui va prendre en compte le cycle de l'eau, mais aussi des, de comment en fait est, produite, la viande. Est-ce que c'est, dans des endroits, tempérés ou, à forte densité, de population, enfin voilà. Donc cette eau consommative, c'est l'addition de 3 choses. L'eau prélevée de manière directe, c'est-à-dire, l'eau que l'on pompe pour justement les abreuvoirs, le nettoyage des stalles, l'irrigation des plantes et cetera. Mais on en déduit justement, chose qui n'est pas faite dans l'autre empreinte, on en déduit cette quantité d'eau retournée dans le milieu. Par exemple, on estime que, lorsque les bovins vont uriner, 50 de l'eau qu'ils ont consommée va revenir dans le milieu. Ensuite, vous avez l'eau, prélevée de manière indirecte, donc qui va être utilisée pour le transport, l'électricité et les plantes. Mais il y a encore autre chose. On y ajoute l'impact local potentiel. Il ne va pas y avoir le même, impact au niveau de l'eau si votre élevage est en zone tempérée, comme je disais, en pleine campagne, dans des zones tempérées où il pleut assez régulièrement, comparé à des élevages où là, on est proche des villes, l'urbanisation se fait de plus en plus forte, et cetera. J'espère que c'est j'espère que c'est clair, j'espère que je vous ai pas trop perdu. Voilà, et cette empreinte eau consommative, juste pour terminer, donc en fait, à quoi ça correspond? Pour 1 kilo de viande, ça oscille entre 200 litres et 1377 litres d'eau. Voilà, pour ce qui est de la France. Après, ce terme de 15 000 litres par kilo, c'est pas forcément faux, mais ça ne correspond pas à notre modèle économique, notre modèle d'élevage en France. Voilà. Est-ce que éventuellement il y a des questions? Concrètement, combien de fois par semaine devrait-on manger de la viande pour diminuer donc cette empreinte, du coup, là, cette empreinte d'eau, mais aussi par Mmh. rapport à l'empreinte carbone dont on parle? Alors, en vrai, selon les études scientifiques, il faudrait, dans l'idéal, arrêter la viande. Mais ça, c'est, dans le meilleur des mondes. Certaines personnes, enfin voilà, on peut pas, si pour certains c'est important et de manger de la viande, il faudrait, je pense, limiter, à 1 fois par semaine. Parce que si je me trompe pas, on est, plutôt enfin les Français, on est plutôt des champions niveau consommation de viande. On en mange peut-être 2 fois par jour, je crois, en moyenne. Donc si dans le meilleur des cas, de limiter sa consommation de viande, à 1 fois par jour et surtout aussi de la conscientiser et de privilégier peut-être, si on veut toujours avoir un mode de vie carné, de privilégier plutôt des viandes qui ont un moindre impact au niveau de la consommation d'eau.
par exemple, de consommer de la viande de bœuf va avoir plus d'impact sur l'utilisation de l'eau pour la fabrication de ces viandes plutôt que pour les poulets, les volailles, tout ça. Voilà. Donc, je pense que l'une des solutions, c'est aussi enfin, si on souhaite continuer un régime carné, c'est de se rapprocher dans la mesure du possible, proche des producteurs pour aussi les rémunérer de manière équitable. Voilà, de faire vivre les éleveurs et de les rémunérer correctement. Voilà, je ne sais pas après s'il y a d'autres questions. Non, c'est bon. Non? Ok. Alors, pour la suite, parce que là, c'était un gros sujet, l'alimentation, mais voilà, je voulais un petit peu débunker tout ça. Pour ce qui est de la gestion des déchets, alors là, c'est un grand, grand volet qu'on voit passer partout aussi, peut-être dans les villes, etc. Enfin, en tout cas, moi qui réside sur Montpellier, c'est le branle-bas de combat. Donc, pour ce qui est des déchets, il faut, dans la mesure du possible, toujours utiliser des contenants en verre plutôt que du plastique. Utiliser des sacs réutilisables aussi, des tote bags, ça on en retrouve assez fréquemment, des sacs filets, des sacs biodégradables ou en un peu papier craft. On peut retrouver ça en magasin. Autre solution, pour limiter ces déchets, d'installer un bac à compost ou un lombricompost. Alors, ça, c'est selon si vous habitez en appartement ou en maison. Si vous êtes en maison et que vous avez un jardin, là, un petit bac à compost, ce serait l'idéal. Parce que justement, après, ce compost, vous allez pouvoir le réutiliser comme engrais pour vos plantes. Le lombricompost, c'est la même chose, mais avec des vers de terre, qui est un peu plus compact, que vous pouvez utiliser dans un appartement, par exemple. Ou alors, ce que je vous conseille, sinon, c'est d'avoir une petite poubelle dans laquelle vous allez y mettre vos déchets de cuisine, donc les pots de fruits et légumes, euh, voilà, ou les produits qui sont passés ont pourri malheureusement. Et ensuite, dans ces petites poubelles, bah, vous allez pouvoir la jeter dans un bac à compost collectif. Vous avez très souvent ça dans les villes, dans certains quartiers, ça fleurit de plus en plus, des bacs à déchets, avec vraiment de bien scinder le bac de broyage, le bac d'apport dans lequel vous allez y mettre vos déchets, etc. Donc après, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mairie si vous n'êtes pas au courant de l'installation de ces bacs. Peut-être qu'il y en a et que vous ne connaissez pas. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mairie pour savoir s'il y en a un proche de chez vous, voilà, dans lequel vous pouvez y mettre vos déchets de cuisine. Ensuite, autre petite suggestion, c'est d'acheter moins d'objets neufs et de privilégier le réemploi, la réparation ou l'occasion. Donc là, ça équivaut sur un peu tout, que ce soit les vêtements, donc d'aller sur les fripes, se diriger vers des fripes. Pour ce qui est du numérique ou de l'électroménager, d'essayer de se rapprocher d'enseignes de produits reconditionnés. Voilà. Et aussi, niveau suremballage, de faire bien attention à ne pas à être vigilant là-dessus et privilégier des emballages uniques ou pas nécessaires, par exemple pour des fruits et légumes, préférer un régime de bananes pas emballé, par exemple. Voilà. Je crois que j'ai une autre. Oui. Et après cette slide, niveau déchets ou même autre question, on pourra s'arrêter juste après.
Aussi, autre suggestion, pas de bouteilles en plastique, en tout cas pour ce qui est de l'eau. L'eau, on en a au robinet et à part avoir des être, se renseigner, sur la qualité de l'eau de sa commune, et de rester informé sur les potentielles, contaminations. L'eau du robinet est potable. Donc vraiment et là, enfin, ça peut avoir un gros changement sur son impact, heu sur son empreinte carbone, sur son impact, au niveau des déchets, plastiques, d'utiliser l'eau du robinet et de privilégier des gourdes. Voilà. Mais attention, petite précision, les gourdes, en avoir une seule ou 2 et pas surmultiplier les gourdes, tout comme les tote bags, parce que ça servira à rien. C'est, ça demande, beaucoup d'énergie pour la production et cetera. Et aussi, donc ça, c'est le nec plus ultra. Peut-être que certaines d'entre vous connaissent déjà ces produits-là, mais il est possible de fabriquer ces produits ménagers soi-même. Il y a moins de plastique, ça c'est les avantages et c'est plus économique. Mais par contre, voilà, c'est selon la réalité de chacun chacune. Ça prend du temps, à fabriquer, on a nos réalités, quand on rentre du travail et cetera, on a peut-être, pas, l'occasion et la facilité de pouvoir faire, ceci. Mais par contre, c'est toujours bien de se renseigner et peut-être que vous pourrez, mettre ça en place chez vous. Parmi les produits les plus connus, do it yourself, à faire soi-même niveau ménage, c'est la lessivolière, les éponges, pardon, Tawashi. Vous avez aussi des nettoyants toute surface, pour les meubles, pour, voilà, désinfectants pour les WC, des savons solides, et du dentifrice. Cette fois-ci, il en existe des versions solides ou des versions en pastilles. Voilà. Après, c'est une liste exhaustive. Vous avez plein si vous vous renseignez sur internet ou auprès de certaines associations locales, vous allez retrouver plein d'idées, là-dessus. Vous avez beaucoup de livres aussi qui parlent justement du zéro déchet, et des produits qu'on peut, fabriquer soi-même. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a une petite remarque, c'est aussi vrai que chaque fournisseur d'eau sont en capacité de fournir, les données sur la qualité de l'eau de votre commune, Oui, apparemment. Pour ouais, se renseigner, peut-être. pour utiliser l'eau du robinet au lieu d'acheter des bouteilles en plastique, peut-être se renseigner aux fournisseurs. Voilà, ouais. Effectivement, se renseigner à la régie de l'eau, au niveau de votre commune, complètement. Et ensuite, j'aurais, 2 petites questions. Donc, Mmh. par rapport aussi à tous ces déchets, avec trop d'emballage, ne peuvent-ils pas être contrôlés au départ, donc chez l'industriel? Bah, normalement, ça doit être le cas. Si je me trompe pas, il y a peut-être, 2-3 ans, il y a une loi qui est passée pour, justement, inciter les industriels à limiter leur suremballage plastique, carton et de privilégier plutôt le carton. Mais force est de constater que, toujours en magasin, on va retrouver, heu, si je peux parler, en mon jeu, j'ai déjà vu des paquets enfin des pains au chocolat emballés individuellement, qui sont ensuite emballés, en peut-être 5-6, qui ensuite sont encore suremballés. Ça, c'est juste pas possible et donc ben, ça continue toujours. Normalement, il y a des limitations et il y a des comment dire? Des malus sur ça s'ils sont, dénoncés, les industriels, mais malheureusement, ça continue. Bon, peut-être c'est pas le mot, mais les fast-food en ce moment aussi, ils essayent de limiter ces déchets en donnant des contenants réutilisables si on mange sur place, au Ouais, lieu d'avoir tous ces emballages.
en trop, qui sont jetés au final directement après avoir mangé. Voilà, c'est ça. Et puis, bah, aussi, enfin, c'est les contenants des boissons dans les fast-foods. En fait, c'est un mélange de carton et de plastique. Et en France, on n'est toujours pas on ne peut pas les recycler. Donc, c'est pour ça que ça s'est monté au créneau et on a demandé de plus en plus aux enseignes, grosses enseignes, de maximiser le réemploi et la vaisselle, voilà, du coup, à usage multiple, voilà, pas à usage unique. Et j'ai une dernière question où je pense que du coup, peut-être il faudra faire le point sur l'environnement et ou le climat, parce que la question c'est toutes ces actions, comment elles peuvent agir sur le climat, de limiter tout ce qu'on vient de dire, comment ça peut arriver sur le climat et comme en fait on me rajoute sur l'environnement, ok, mais du coup sur le climat, Et ben justement, enfin, à la toute fin, ah, je spoil un petit peu, mais j'expliquerai en fait à la toute fin. Pour chacun, chacune, vous pourrez faire une simulation sur Internet pour voir votre empreinte carbone. Et donc, de savoir quelle est vos émissions en gaz à effet de serre. Et ainsi, bon, vous pourrez justement limiter à ce moment-là et vos actions que vous allez mettre en place vont limiter justement cette production de gaz à effet de serre qui participe justement au réchauffement climatique. Voilà. C'est vrai que toutes ces petites actions, en soi, on ne les voit pas en direct, mais sur le long terme et à plus grosse échelle, en dézoomant un petit peu, ça a vraiment du sens. Ça a vraiment un gros impact. Mm. et du coup il y a bien une différence entre l'environnement et le climat. Euh, Il y a un peu une différence, mais c'est quand même très lié. C'est vraiment très lié. Mm. Le climat et l'environnement vont fonctionner en symbiose. Merci. De rien. Merci. Et on continue. Euh, ah oui, alors, qu'en est-il de l'énergie? Ça, c'est un vaste sujet aussi. Euh, on en parle assez régulièrement aussi dans les médias. Euh, et euh, ça impacte notre quotidien et bah, nos factures d'électricité, hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter l'énergie que l'on produit, l'énergie que l'on consomme, enfin, qu'on produit, plutôt qu'on consomme, pardon, et qu'est-ce qu'on peut faire comme amélioration? Alors, parmi les principales actions, c'est de ne rien laisser en veille, dans la mesure du possible, de débrancher ces appareils, pareil, dans la mesure du possible. Par exemple, votre box internet. Sachez que ça consomme énormément d'énergie. Pareil pour votre imprimante, si jamais elle est sous tension, donc en veille, branchée, euh, même si vous ne l'utilisez pas, elle va consommer autant que si vous la mettez en route. Voilà. Donc, n'hésitez pas à débrancher physiquement vos appareils, sinon d'utiliser des ampoules basse consommation. Et ça, on peut retrouver assez fréquemment dans les magasins. Et d'un autre point de vue énergie, eh ben, l'entretien et les vêtements, ça consomme énormément. Et on peut limiter justement et faire baisser un petit peu nos factures à ce niveau-là, en privilégiant par exemple de laver à basse température, à 30 degrés maximum. Après, voilà, ça dépend de bah, comment dire, du type de linge que vous allez devoir laver. Certains, bon, on va préférentiellement laver à 60, mais dans la mesure du possible, laver à température basse. D'utiliser un programme éco que normalement vous avez sur
tous et toutes, pour celles et ceux qui ont une machine à laver, vous avez un programme éco qui est beaucoup plus long, mais qui va limiter la quantité d'eau utilisée. Ensuite, de remplir autant que possible le tambour et de faire sécher son linge à l'air libre. Donc d'éviter d'utiliser un sèche-linge. Voilà. Et là, je vais un petit peu parler du numérique Un tout petit peu. après. Hop. Oui, dites-moi si vous avez des questions Oui, liées à c'était ça. par rapport, si tu avais des chiffres sur ce que tu disais, Alors, en tête par rapport à cette consommation, d'énergie et d'eau, pour le programme éco, par exemple? hem, alors des valeurs précises, je ne saurais pas vous dire parce que ça là, ça s pour ce qui est de l'énergie, type électricité, ça va se compter en kilowattheures. Là comme ça, je vous avoue que je n'ai pas d'exemple. Le fait de laisser en veille, certains de ces objets, du quotidien, va consommer autant d'énergie que si jamais vous les utilisez en vrai. Donc voilà, si jamais, vous vous renseignez sur vos appareils et que vous regardez la consommation, en électricité, et ben, dites-vous que ce sera presque la même chose s'ils sont envahis. Voilà. Et pour ce qui est du programme éco, si je me trompe pas, ça diminue de moitié la quantité d'eau utilisée. Ça va être plus long, donc des programmes, assez longs de plusieurs heures, mais en utilisant moins d'eau. Et ils sont en général aussi ces programmes éco sont à basse température. Ils vont pas excéder 40 degrés. Tu peux continuer, merci. OK. Et alors, qu'en est-il, du numérique? Ça, c'est aussi, ça prend de plus en plus de place, dans le quotidien. Donc pareil, tout comme avant, débrancher ces appareils non utilisés, les imprimantes, les ordinateurs, privilégier, faire en sorte d'allonger la durée de vie de ces équipements, et aussi de limiter son flux de données. C'est-à-dire, plus vous allez utiliser d'écrans, plus vous allez utiliser d'onglets, de logiciels et cetera, plus vous allez consommer. Donc par exemple, lorsque vous faites une visioconférence, dans la mesure du possible, ici, si vous pouvez en parler voilà, que ce soit dans le cadre professionnel ou autre, et ben de limiter l'utilisation de sa webcam, de couper sa webcam, de couper lorsque l'on ne parle pas de son micro et ensuite de le réactiver, d'installer un bloqueur de publicité et sinon de privilégier les logiciels libres type LibreOffice, WordPress, Framadate pour ce qui est de la planification, etc. Et comme autre petite suggestion, vous avez, bon, là, dans un souci d'économie d'encre et de papier, de limiter les impressions, trier ses mails aussi, c'est très important. Plus vous allez stocker de mails dans vos adresses, plus et ben, la quantité d'informations à stocker est importante, donc plus vous allez consommer. Donc n'hésitez pas voilà, à trier vos mails, à garder que ceux que vous avez, par exemple, alors ceux qui sont vraiment essentiels et ceux qui vont concerner l'année en cours, par exemple. Euh, Autre solution aussi, c'est de mutualiser les équipements et fichiers sur un cloud ou alors sur un disque dur externe. En tout cas, ne pas surmultiplier les supports de stockage de ces informations. Donc, un cloud, ça fonctionne un peu comme un disque dur, mais qui est disponible en fait sur internet. Voilà. C'est un espace de stockage privé
où vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. Donc voilà, d'essayer de bien le sécuriser surtout, mais de mettre toutes vos informations soit au sein de votre ordinateur, soit dans un disque dur, soit sur un cloud, et pas de multiplier. Et aussi d'optimiser sa navigation web. Ça fait écho justement à ce que je vous disais avant, de plus vous demandez de requêtes, plus vous utilisez d'écran, plus vous utilisez d'onglets, plus vous utilisez de logiciels en même temps, ça va consommer. Donc, à ce moment-là, utilisez votre historique de navigation pour retrouver les sites que vous souhaitez revisiter, plutôt que de taper dans une barre de recherche 15 fois le même site, d'éviter voilà, plusieurs onglets et fenêtres et d'optimiser les requêtes. C'est-à-dire de demander à son navigateur sa recherche de manière la plus précise possible. Voilà, si vous recherchez quelque chose de bien précis, faites en sorte que vos requêtes soient les plus précises possibles pour ainsi mieux cerner vos besoins et vous proposer les sites qui vous correspondront. Et voilà. Niveau numérique, est-ce que vous avez des remarques, des questions? Non, on peut poursuivre, on posera les questions quand tu auras terminé. Merci. Très bien, pas de problème. Et enfin, pour terminer, eh ben, d'autres petites idées, par exemple en vrac, c'est de choisir une banque éthique. Vous avez des banques qui vont fournir de l'énergie, alors qui vont faire un mix entre le renouvelable et le non renouvelable, ou d'autres, pardon, pas banque éthique, non, je pensais fournisseur d'électricité. Les banques éthiques, pardon, comme par exemple la NEF, qui est bien représentée en France, la Banque Postale, vous avez Gringotts, enfin toutes ces banques-là, essayez de vous renseigner dessus parce que l'argent que vous allez mettre dans ces banques permettra de financer certains projets éthiques. Voilà, le souci, c'est que les banques actuelles vont financer certains projets pétroliers ou projets n'allant pas dans le sens de- enfin, allant dans le sens plutôt de la crise du réchauffement climatique. Donc, il existe des banques où il y a un peu plus de transparence, où vous pouvez demander, même quand bien même dans ces banques-là ou dans vos banques respectives, si vous n'êtes pas dans ces banques-là dites vertes éthiques, vous pouvez demander à vos banquiers à ce que votre argent ne finance pas ces projets-là. Vous pouvez aussi, sinon, comme autre idée, de vous former à la couture pour toucher vous-même vos vêtements, voilà, pour les faire encore plus durer. De suivre justement des ateliers de réparation. Donc on peut avoir des ateliers de couture, mais il y a de plus en plus dans les villes via les associations d'ateliers Repair Café, où là vous ramenez votre petit électroménager et vous le faites réparer. C'est en général gratuit et c'est un échange de bons procédés en fait. Les bénévoles vont venir pour vous apprendre à réparer vos appareils vous-même. Vous avez aussi des réparations de vélos, voilà, pour augmenter notre part de mobilité douce. Et pourquoi pas s'impliquer dans une association qui mène justement des actions pour lutter contre le réchauffement climatique. Peut-être que vous avez entendu parler des associations qui parlent de la fresque du climat, euh, qui vont justement organiser des sessions où, où tout le monde se rejoint pour eh bien, retracer la fresque du climat et devenir ensuite, selon vos envies,
devenir animateur ou animatrice de ces fresques du climat ensuite, voilà, et de propager justement ce projet-là. Et sinon, vous avez des associations qui, donc, par exemple, de réparation de vélos bénévoles, euh, des associations qui vont aussi vous accompagner dans votre quotidien pour là avoir un accompagnement un peu plus personnalisé pour limiter vos déchets, etc. Voilà. Et alors donc en conclusion, donc je vous le disais juste avant, comment on peut savoir en quoi nos actions vont agir sur le climat. En fait, vous avez un site qui s'appelle nosgestesclimat.fr où vous pouvez estimer votre empreinte carbone. Et ce qui est chouette sur ce site, c'est que toutes les parties que l'on a vues avant, c'est-à-dire le numérique, les transports, l'alimentation, etc., c'est bien scindé et vous allez voir ça va vous guider sur, quelle partie de votre quotidien vous allez plus consommer et sur lequel il sera plus intéressant d'agir. Voilà. Peut-être que vous prenez tous les jours le transport en commun, mais vous avez tendance à avoir un régime carné et de peut-être pas. Et après, bon là, ça dépend des villes et des communes, mais de peut-être pas recycler assez. Et ben, ça vous mettra en avance ces points-là et vous pourrez travailler là-dessus. Et ensuite, là, c'est pardon, les 3 points importants, c'est de mettre en place, voilà, là, c'était un petit peu un petit catalogue de toutes les actions possibles sur différents sujets, mais de mettre en place des actions qui font sens pour vous, voilà, que ça a de la valeur pour vous, où vous allez voir un réel impact sur votre quotidien. Donc, souvent, les premiers impacts, ça va être de voir, par exemple, sa facture d'électricité qui va être diminuée. Ça, c'est chouette. Et ça va avoir une action voilà, pour le climat. Aussi et surtout, justement, j'ai essayé pendant cette discussion de, 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 de parler de ça, mais de ne surtout pas culpabiliser sur ces actions, de dire que l'on en fait trop ou pas assez, je j'ai pas le choix, dans un souci dans un souci financier ou parce que j'habite loin d'une métropole, enfin bref, on a des réalités différentes. Donc ne pas se mettre de pression et d'agir selon ses convictions et d'être en accord avec ça. Et justement ensuite de récompenser ces petites victoires. Voilà. Et pourquoi pas, parce que ça fonctionne très bien, d'inviter justement son entourage à faire de même. Voilà, pourquoi pas disperser des petites graines par-ci par-là auprès de son entourage pour voilà, suggérer de nouvelles actions, ou alors à ce moment-là de faire des actions ensemble, en petits groupes. Voilà, en tout cas de fédérer le plus possible de personnes à limiter son impact sur la planète. Voilà. Et je vous remercie. Merci beaucoup. J'espère beaucoup que cette web conférence vous aura plu. Merci à toi, Élise, pour ton intervention. On peut clôturer avec une dernière question. Je ne sais pas si tu connais, mais est-ce que le Bitcoin influe sur le climat? Oui, très fortement, parce que tout ce qui va concerner, bon, là, j'ai pas de chiffres en tête, mais tout ce qui va concerner le flux de données, les
monétaires, via internet et cetera, toutes les de manière plus globale, les données, ça va avoir un fort impact sur, l'environnement parce que toutes ces données, toutes ces transactions, hem, passent par des serveurs, on va dire grossièrement, passent par des serveurs. Donc, un serveur, ça va être, comme un énorme ordinateur, qui vous allez en avoir peut-être des centaines entreposés dans des gros entrepôts et en fait, bah, ça consomme énormément d'électricité et ça chauffe énormément. Donc il faut climatiser tous ces entrepôts. Donc, rien que, bah, le le fait de d'augmenter notre part, voilà, de numérique, de plus en plus utiliser internet, pour ces transactions et cetera, bah, en fait, ça a un gros, gros, gros impact sur, l'électricité, sur, sur le climat, sur, le flux de données. Merci pour ta réponse. On peut clôturer du coup cette séance. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée.